C'est vraiment un plaisir de se retrouver dans cette série d'émissions sur la création. Comme vous l'aurez vu avec ces vidéos, je ne cesse d'être émerveillé par ce qui nous entoure. Que de prodiges et de grandeur. Dans le jardin providentiel de la Terre et au milieu d'une multitude d'espèces, j'existe, vous existez. Et pourtant, la vie est très difficile à créer. Et pour illustrer cette complexité, je reprends l'image des trois types de piliers. Comme nous l'avons vu, pour construire le premier pilier de la vie, il faut trouver les bonnes matières et donc disposer d'atomes et de molécules appropriées. Ensuite, et toujours pour former cet appui, il s'agit de façonner des formes afin notamment de créer les structures osseuses ou de tailler les complexes loupes de nos yeux. Pour bouger, nager ou voler, les diverses pièces mécaniques devront s'articuler et se lier aux tendons et aux muscles. Afin de gérer l'ensemble et de le motoriser, il faut intégrer des capteurs sensoriels et disposer de systèmes capables de décrypter les ondes sonores et lumineuses. Toutes ces informations doivent alors être recueillies et gérées par des calculateurs pourvus de mémoire. Toutefois, et malgré toutes les difficultés pour en arriver là, cela ne représente que le premier pilier de la vie. Comme le montrait la précédente émission, la vie a besoin d'énergie. L'accès à cette ressource et sa distribution dans les moteurs de nos organismes sont indispensables. Par conséquent, et puisque l'énergie vient du Soleil, son extraction et son partage nécessitent de créer des chaînes d'approvisionnement. Dans la nature, ce second pilier s'appuie sur les interactions et les équilibres alimentaires entre les différentes espèces. Notre vie ne peut surgir et se maintenir sans les autres. C'est un écosystème globalisé. À chacune de ces étapes, et avec le premier et le deuxième pilier, la complexité montait d'un cran. Pourtant, et malgré les énormes exigences à remplir pour former ces deux appuis, cela ne permet pas encore de créer la vie. De fait, une espèce peut disposer des bonnes matières, avoir les bonnes formes, intégrer les plus savantes technologies, utiliser à bon escient l'énergie, mais si elle ne se reproduit pas, une fois aspirée et détruite par le temps, tous ces prodiges tomberont dans l'oubli. Elle n'aura été qu'une brève étincelle. C'est une règle absolue. Pour vivre, il faut se dupliquer et se multiplier. Et cela concerne les plantes, les insectes et toutes les autres espèces vivantes. Mais l'exigence de se reproduire, et donc l'appui de ce troisième pilier, est aussi la plus difficile à réaliser. Alors, comment procéder? Dans notre monde industrialisé, nous parvenons à fabriquer des objets en très grande série. Pour cela, des matières premières sont extraites dans le sol. Cela signifie que pour fabriquer cette montre, ce smartphone et tous les objets créés par l'homme, il faut commencer par puiser d'énormes quantités de minerais. Ensuite, et grâce à d'immenses machines, ces matériaux sont affinés et mis en forme par de nombreux outils. À la fin, les diverses pièces sont assemblées et l'on obtient le produit fini. Comme le montre cette illustration, cette transformation consomme beaucoup d'énergie et des pléthores d'ingénieurs et de cadres et d'ouvriers doivent y travailler. Par ailleurs, et durant tout ce processus, les connaissances, les matières et les technologies viennent de l'extérieur. C'est un assemblage. Mais pour les êtres vivants, c'est impossible. Le concept et sa mise en forme doivent venir de l'intérieur. Quel défi, car cela signifie qu'il faut trouver le moyen de concentrer les savoirs et les modes de fabrication du système dans le système. Ensuite, il faut arriver à ce que tout cela devienne une nouvelle entité. Ce défi colossal paraît impossible. Et pourtant, c'est bel et bien ce que font toutes les espèces vivantes.
par un processus invraisemblable, les systèmes biologiques et leurs technologies sont compressés. Ensuite, ce patrimoine génétique est éjecté de manière à se reproduire à grande échelle. C'est ce passage du tout au rien et qui fait jaillir des millions d'espèces chaque jour que nous avons vécu. L'enjeu de la procréation nous amène à réfléchir aux charges qui pèsent sur le troisième pilier de la vie. Sa mission débute par un immense défi, car et pour permettre la reproduction d'un organisme, il faut pouvoir en extraire les caractéristiques. De plus, et pour ne pas réduire une espèce à une duplication de clones, il faut y intégrer de la diversité. Les réponses apportées à ces problèmes sont fascinantes, car dans la plupart des cas, la reproduction se fait par l'apport de deux sources distinctes. Assembler un patrimoine biologique pour créer un nouvel être est le sens réel de la sexualité. Malheureusement, et dans notre monde moderne, la sexualité est souvent traitée selon ses aspects passionnels et à cause de sa capacité à produire du plaisir. C'est notamment ce centrage sur les désirs qui conduit les lobbies homosexuels à affirmer qu'il existerait de nombreux genres. Ainsi, et selon le label LGBTQIA+, la sexualité serait indépendante du corps. Le fait d'être lesbienne, gay, bisexuel, trans, queer, intersexe, voire asexuel en seraient des variantes. Certains affirment même très sérieusement qu'il y aurait plus de 64 types d'identité sexuelle. Ces étranges affirmations nous invitent à étudier les spécificités de l'homme et de la femme. Dans le corps d'un homme, c'est dans la zone représentée par ses ailettes que les prodiges commencent. En effet, dans ces usines sont produites en continu plusieurs centaines de millions de capsules de données, les spermatozoïdes. Au cours de sa vie, un homme va en produire près de 500 milliards, soit environ 60 fois plus que la population mondiale. Pour permettre à ces fragiles messagers de survivre, la fabrication se fait à environ 34 degrés. Comme cette température est inférieure à celle du corps, l'ensemble dispose d'un système de régulation thermique. Durant un processus qui dure plus de 2 mois, ces cellules sont divisées de manière à conserver en part égale les gènes hérités du père et de la mère. Tous ces messagers ne disposent toutefois que d'un demi-patrimoine. Ils sont incomplets et incapables de produire la vie. Comme nous le savons, la partie manquante se trouve ailleurs et chez la femme, le premier et le plus important défi est aussi de pouvoir scinder intelligemment son patrimoine génétique. De manière étonnante, c'est lorsqu'elles sont dans le ventre de leur mère que les cellules reproductrices sont créées. Durant ce temps, et alors qu'elles sont encore à l'état de fœtus, les femmes reçoivent 7 millions d'ovocytes. Mais ce nombre s'amenuise et à leur naissance, il n'en reste plus que 2 millions. Ce capital continue à baisser et à l'adolescence, la jeune fille ne disposera plus que de quelques 300 000 cartouches de vie. Comme dans un sablier, ces ressources vont diminuer à raison d'environ 1000 grains par mois. La perte de ses œufs fait office d'horloge biologique et vers 40 ans, il ne lui en restera plus qu'une dizaine de milliers. Vers 50 ans, et lorsque le stock sera épuisé, la femme ne pourra plus procréer, c'est la ménopause. Mais avant ce tarissement, tous les 23 à 35 jours, l'un de ces ovules, soit environ 300 à 400 au cours d'une vie, va entrer en maturation. Pour cela, et de manière alternée, l'un des ovaires prépare et fait croître une cellule. Pendant ce temps, des messagers chimiques préparent l'utérus à accueillir les lures. De par sa forme, je l'appelle le triangle de la vie. Sous l'action du signal d'une hormone,
la porte s'ouvre et la petite bille que nous étions sort de sa maison et entame sa marche vers le triangle de la vie. Mais son temps est compté car elle ne dispose que d'un jour de ressources. C'est donc dans ce court délai que devra se faire la fameuse rencontre. Logiquement, et pour assembler leur demi-patrimoine génétique, les deux parties doivent s'unir. Cette connexion s'appuie sur une étonnante complémentarité, comme si chaque être sexué disposait d'une parfaite connaissance du système biologique de l'autre. Ainsi, et pour permettre au patrimoine de l'homme de se mouvoir, ces usines ont équipé les spermatozoïdes d'un génial système de propulsion. Et c'est vraiment hallucinant. En effet, ces minuscules cargos génétiques ne mesurent que 6 centièmes de millimètre de long. Dans leur tête, qui est 10 fois plus petite, ils disposent d'un moteur capable de convertir l'énergie chimique en mouvement circulaire. Ce système est construit avec 9 séries de tubes et ce sont des tensions chimiques entre le stator et le rotor qui créent la rotation. Celle-ci entraîne le flagelle qui, à la manière d'une hélice, permet à ces torpilles de se déplacer dans un milieu liquide. C'est pour fabriquer ce fluide que l'usine située dans la zone centrale du système masculin travaille. Avec ce fluide, et grâce à la propulsion produite par son génial moteur, la moitié de notre identité a pu faire son premier voyage. Pour cela, et pour permettre la rencontre et libérer les minuscules véhicules, un moteur hydraulique peut activer le déploiement d'un tube introducteur. Lors de l'injection, le système est lubrifié et après des sollicitations adéquates, le réservoir va expulser 50 à 300 millions de capsules motorisées. 50 à 300 millions de coureurs. Mais pourquoi autant de candidats? Ces débauches de moyens nous ramènent de manière inattendue à la question du hasard. En effet, aujourd'hui, et de manière légitime, de nombreuses voix s'élèvent afin de garantir l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Pourtant, cela fait des millions d'années que la nature a dû affronter ce problème. Pour une espèce, cet équilibre est une question existentielle. Mais alors, comment obtenir cette précieuse égalité? C'est un problème très difficile, car les systèmes de reproduction ne peuvent pas savoir combien de mâles ou de femelles sont déjà sortis. Par ailleurs, et dans leur espace fermé, ils doivent faire leur sélection de manière autonome et en aveugle. Cette condition est comparable à celle de prisonniers enfermés seuls dans des cachots et qui devraient choisir entre des billes roses ou des bleues. De plus, et sans qu'ils puissent se concerter, la direction exigerait qu'ils arrivent à un parfait équilibre, soit à fournir exactement la moitié de billes bleues et de roses. Comment parvenir à cette égalité de 50-50? Ce problème de répartition paraît impossible à résoudre. Et pourtant, et nous en sommes le résultat, la solution existe. Mais pour y parvenir, il faut activer les caractéristiques d'une force puissante et invisible, le hasard. En effet, et comme nous l'avons vu avec l'émission sur les couleurs, le hasard choisit ses résultats par hasard. Il n'y a pas de préférence. Par conséquent, et lorsque je lance un dé, j'obtiendrai peut-être 1 ou 6 points. Ces écarts sont importants. Par contre, et si je lance le dé des milliers de fois, les choses vont s'équilibrer et la moyenne des tirages sera de 3,5 points. En multipliant les sollicitations du hasard, j'aplatis les différences et j'obtiens une moyenne parfaite. C'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce processus de division fonctionne de manière autonome et partout. Je peux lancer mes dés sur la Lune, sur Mars. Dans tout l'univers, j'aurai ce résultat. Le hasard est l'anti-créativité. Il aplatit tout.
Et si de très nombreux prisonniers choisissaient les billes au hasard, cela conduirait à ce que le nombre de chacune des couleurs soit parfaitement réparti. C'est ce principe qu'utilisent les systèmes de reproduction. Et c'est vraiment génial. Pour faire appel au hasard, des millions de spermatozoïdes mâles et femelles sont fabriqués. Comme avec les billes de couleur, ces deux parts égales sont mélangées. Ensuite, et lorsque ces candidats sont libérés dans l'arène et qu'ils doivent franchir des obstacles, c'est le hasard qui prend les choses en main. Par conséquent, et selon la loi des grands nombres, le résultat conduira à une répartition parfaite des deux sexes. Ce procédé est génial car lors de la conception, l'utérus, le triangle de la vie, fait office de chambre du hasard. Dans l'humanité, c'est grâce à la performance de ce système autonome que la proportion entre les hommes et les femmes est parfaitement équitable. Par l'avortement, toutefois, s'exprime une cruelle discrimination. Le rejet d'un plus grand nombre de filles rompt l'équilibre et il y a donc un peu plus d'hommes qui naissent. Alors, hasard ou créateur? Le fait que la nature soit capable d'utiliser le hasard à bon escient est la démonstration qu'elle dispose d'une intelligence à même de le dominer. Par ailleurs, cet ingénieux système visant à ce qu'il y ait un homme pour une femme est aussi la démonstration que la polygamie s'oppose au projet de la création. Par conséquent, les idéologies ou les religions qui en font la promotion ou qui considèrent les femmes comme étant de moindre valeur sont totalement dans l'erreur. Mais revenons à notre précieux triangle de la vie. Car après avoir fait tourner son hélice, l'heureux élu, attiré par la cible, vient frapper à la porte de l'œuf. Grâce à une serrure chimique, la porte s'ouvre et se referme derrière lui. L'invité pourra dès lors fusionner ces molécules et former un édifice de 46 chromosomes. Le patrimoine étant au complet, la fabrication d'un nouvel être pourra débuter. Notons qu'à ce stade, la minuscule cellule est encore en déplacement. C'était notre premier et très risqué voyage. Pour survivre, l'amas de cellules minuscules doit pouvoir s'ancrer dans l'utérus. Pour cela, et par des procédés inouïs, l'être en fabrication va pouvoir se connecter au système sanguin de la maman. Après sa nidification, la cellule pourra poursuivre le processus lancé lors de la conception. Ces images nous montrent le processus que nous avons vécu. Tout commence par une petite bille de 1,2 dixième de millimètre. C'est le diamètre d'un cil. Après la conception, notre minuscule cellule s'est divisée en deux. Ces deux parties se sont à nouveau divisées, 4, 8, 16, 32, etc. Ce morcellement et ces multiplications ont conduit à former des amas cellulaires, que l'on appelle la morula et puis la blastula. Dans cet ensemble, et à un moment donné, un minuscule cœur s'est mis à battre. Ainsi, et poussés par ces forces vitales, nos divers organes ont commencé à se former. Après 30 jours, notre petite tête en formation mesurait 4,5 mm. À ce stade, on aurait déjà pu distinguer nos yeux et les parties qui allaient former notre tête et nos membres. Par des processus inouïs et grâce aux matières et à l'énergie fournie par la mer, notre minuscule bille a pris des proportions colossales. Pour s'en rendre compte, il suffit de faire quelques calculs. En effet, notre corps abrite près de 65% de liquide. Par ailleurs, et avec ces autres matières, sa densité est proche de l'eau. Donc, le poids de votre corps correspond approximativement à son volume en litres. 1 litre, c'est un cube de 10 cm de côté. Il contient 1000 cubes de 1 cm. Ce cube de 1 cm contient aussi 1000 cubes de 1 mm de côté.
Dans ce minuscule espace, on peut encore y mettre 1000 cellules de la vie. Cela fait donc 1000 fois 1000 fois 1000, soit une multiplication d'1 milliard de fois. Et ce n'est pas fini car ce nombre doit encore être multiplié par votre poids. C'est cette inouïe croissance que vous avez vécue. Pour cela, et 40 semaines après votre conception, un enfant parfaitement formé est sorti du triangle de la vie. C'était une étape risquée car lors de la séparation de l'accouchement, le nouveau-né perd son accès à l'énergie. Mais de façon extraordinaire, il y était préparé et lors de la rupture de notre naissance, notre système respiratoire a pris la relève. Nos poumons se sont mis à fonctionner et ont pourvu à nos besoins en oxygène. Pour nos besoins en carburant, notre mère disposait de 2 usines capables de fabriquer et de dispenser du lait, soit un produit parfaitement adapté à nos besoins en sucre. Hasard? Vous avez dit hasard? Dans la nature, ces mêmes technologies de la vie assurent la pérennité d'une multitude de sortes de mammifères. Ils peuvent être miniaturisés à l'extrême et tenir dans une chauve-souris de 3 cm et pesant 2 grammes. Notre étude du 3e pilier de la vie nous ramène à la question des genres. Comme nous l'avons vu, la reproduction, et donc l'existence des espèces, s'appuie sur de complexes spécificités biologiques. Pour cela, la sexualité procède à une distribution asymétrique. Lors de cette dotation, elle donne à l'autre ce que je n'ai pas, et elle me donne ce qui lui manque. Par conséquent, et contrairement à ce que certains voudraient croire, la sexualité est le fruit d'une attribution irréversible et inscrite dans nos 30 000 milliards de cellules. Aucune hormone ou prouesse chirurgicale ne peuvent nous donner le sexe de l'autre. Et c'est merveilleux qu'il en soit ainsi, car à cause du trésor donné à chacun, la sexualité m'invite à reconnaître que je ne suis que la moitié d'un ensemble. Cette humilité et ces attractions célèbrent une merveilleuse complémentarité. De fait, la sexualité ne se limite pas à des fonctions biologiques. Elle est aussi profondément connectée à nos sentiments et intervient fortement dans nos dimensions psychologiques. De par ses implications affectives, je la compare volontiers à 2 autocollants. Comme pour ces 2 parties, le projet d'union entre l'homme et la femme s'exprime par la capacité de s'attacher. Cette zone sensible, et que nous pouvons découvrir, dispose d'une force d'attraction à même d'unir un couple et de fonder une famille. Mais ce capital d'amour est aussi fragile. Des expériences sexuelles précoces et sans lendemain, l'utilisation du corps de l'autre à des fins égocentriques, les dérives, les abus, voire les orgies, vont malmener et détruire ce capital. Finalement, la sexualité sortie de son projet initial devient chaotique et ceux qui dilapident leur capacité d'attachement ne peuvent plus aimer. Leur sexualité déconnectée de son projet les entraîne alors à errer affectivement. Car ne l'oublions pas, l'objectif suprême, c'est d'assembler le réacteur qui pourra donner et accueillir la vie. Pour cela, l'homme et la femme sont appelés à réunir leurs talents et à se compléter. Dans une prochaine émission, nous reparlerons du rôle déterminant des attractions affectives et de la dimension immatérielle de la sexualité. Mais avant cela, il faut souligner que le fait de réunir 2 parts pour former un ensemble à même de multiplier ne concerne pas seulement le couple et la famille. C'est un principe que l'on retrouve à tous les niveaux dans l'univers. Ces processus de séparation et d'union concernent notamment la matière et l'antimatière, les liaisons quantiques, électriques et magnétiques, les polarités qui au sein des atomes permettent d'assembler chimiquement les molécules, les séparations et les assemblages de l'ADN et de l'ARN, les processus qui permettent les divisions cellulaires, la répartition des fonctions sexuées
dans des millions d'espèces biologiques, des forces qui séparent et des forces qui unissent. Ce sont à travers ces doubles arborescences que s'élèvent les particules, les matières et toutes les espèces vivantes. Là encore, et dans son remarquable texte sur la création, la Bible parle de ces dualités. Lors de la mise en forme de l'univers, le Créateur sépare les éléments élémentaires, l'eau et la terre. C'est aussi cette opération qu'il fait avec l'homme. Par cette division, l'homme devient deux moitiés. Et c'est en quittant sa famille et en s'unissant que le couple porte l'image de son Créateur. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Toutes les espèces et l'humanité dépendent des fusions et des multiplications produites par les arborescences de la vie. Notons que dans ces images, nous voyons les choses à plat, mais dans la réalité, et tels des arbres majestueux, leurs conquêtes se font dans des espaces tridimensionnels. Par ailleurs, ces explosions de vie se dessinent aussi dans l'autre sens. En effet, sur le plan généalogique, nous avons 2 parents, 4 grands-parents, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Cette progression est exponentielle. Par conséquent, et après 30 générations, soit il y a environ 1000 ans, le nombre virtuel de nos ancêtres dépasse le milliard. Toutefois, et comme ce chiffre est plus grand que la population qui vivait au Moyen Âge, il faut évidemment tenir compte des nombreuses unions qui se sont faites entre les mêmes descendants. Malgré cela, nous sommes quand même fortement interconnectés. Et cette image illustre la progression du nombre de nos ancêtres à travers l'histoire. Ce qui est impressionnant, c'est que dans les tombeaux que découvrent les archéologues se trouvent probablement les restes de l'un de nos ancêtres. S'il était mort avant de donner la vie, nous ne serions pas là. C'est vertigineux de songer que notre vie est suspendue à ces arborescences. Quelle étrange et mystérieuse histoire! Toutes ces choses sont passionnantes et dans la 10e émission, nous découvrirons d'autres fabuleux secrets de la vie. En attendant de nous retrouver, je vous invite à prendre conscience de la richesse qui a été déposée dans l'autre sexe. C'est un être de même valeur et qui dispose de ce que vous n'avez pas. Le projet de la sexualité est aussi une occasion d'exprimer de la reconnaissance envers tous les processus et les attractions qui ont permis votre venue sur cette terre. Ainsi, et après avoir visionné cette vidéo, cherchez à témoigner de votre reconnaissance à ceux qui vous ont donné la vie et qui vous ont accueilli. Alors, à tout bientôt pour la suite.